Retour sur le plateau Equinox-Soir, deuxième partie réservée comme ça au débrief du journal. En plateau avec nous, Éric Pépin Bikaï et Raphaël Ndougou. Raphaël Ndougou, vous avez ces chiffres-là, on va dire que ça continue de grimper, hein? 702 cas. Oui, il faut dire que c'est même déjà inquiétant. Certaines analyses sont vite fait de dire qu'au bout d'un certain temps, on va aller à 1000. Dieu merci, on n'en est pas encore là. Comme ça grimpe, il faut des mesures. Je ne voudrais pas dire comme le médecin, le docteur qui nous a indiqué tout à l'heure qu'il faut aller au confinement pendant un mois. Et que le gouvernement prenne disposition. Docteur Emmanuel. Oui, disons que ça c'est encore très dur parce que nous sommes un pays pauvre, il faut le reconnaître. Mais la vérité c'est que il faut respecter les mesures. Maintenant, comment les respecter? Je vous ai dit tout à l'heure que si un ministre prend une décision, les autres ne prennent pas, ça va dans tous les sens. Il faut bien que le Premier ministre prenne une résolution ou une décision pour dire tout le monde en sortant de la maison porte le masque. Au moins à partir de là, on est quand même sûr que si nous sommes dans le taxi, si nous sommes sur une moto, en ce moment-là, on a quand même moins de risques d'être contaminé si le motocycliste ou alors... Mais le ministre Manaouda le dit depuis. C'est oui, quand le Premier ministre va dire qu'on va... Oui, je pense que c'est peut-être mieux parce que le ministre Manaouda n'a cessé de le dire chaque jour qu'il faut même rester à la maison si on n'a rien à faire dehors, si vous voulez. Mais sauf que sa parole est là, comme ça. Maintenant, il y a un Premier ministre qui prend la décision et dit tous les Camerounais, au sortir de leur maison, sortent avec les masques. Et cela va, je crois que le docteur en Suède tout à l'heure. Oui, oui. Et ça, le l'a reconnu. Qu'on n'a pas besoin de courir derrière des populations pour respecter les mesures. Et chez nous, on court derrière nous pour respecter les mesures. Or, quand le gouverneur, par exemple, du Tour a demandé de fermer les bars, de ne plus boire dans les bars et prendre des boissons pour aller consommer à la maison, vous n'allez pas... Vous ne pouvez pas comprendre comment les gens, les populations cherchent des petites cachettes de bars pour se ravitailler et consommer de l'alcool. Non, attendez. Pour un masque de 1000 francs, on peut quand même se faire violence et s'en l'approprier. Parce que de toutes les façons, nous voulons nous mettre à l'abri. On dit que c'est 3 heures de temps, hein, un masque. Oui, mais nous avons nos masques. Au moins 6 masques par jour. On en parlait tout à l'heure, le tissu. Vous pouvez laver le tissu avec de l'eau de Javel. Le masque en tissu, on peut le porter toute la journée? On peut porter toute la journée et venir laver le soir avec de l'eau de Javel, monsieur. Je vais poser la question à un spécialiste. Il faut poser la question au médecin. Oui, voilà. Oui, Éric Pépin, sur les chiffres. Oui, les chiffres, mais je vais d'abord revenir à l'entame de mon propos sur... on analyse tout à l'heure concernant la contamination via le vol du 17 mars 2020, autant pour moi. Je tiens à m'excuser, peut-être j'ai été dur dans mes analyses. Je m'excuse auprès des téléspectateurs qui a envoyé un message disant qu'il est en confinement prolongé depuis. Et il est l'un des passagers de ce vol du 17 mars. Il est en confinement, il a passé ses 14 jours. Il dit qu'il est en confinement prolongé. Ça veut dire qu'il a largement dépassé les 14 voilà. jours. Respect à lui, et je me tiens à m'excuser si c'est que mes propos sont allés à l'encontre de ses convictions. Je parlais de ceux-là qui ont refusé de se présenter et de ceux qui ont fui le confinement, pas de ceux-là comme lui qui ont daigné respecter la réglementation, c'est-à-dire l'arrêté du ministre. Donc je tiens à m'excuser par rapport à ces propos qui n'étaient pas clarifiés. Maintenant, les chiffres grimpent et ça va de manière crescendo, de manière exponentielle. Est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer? Oui. Parce qu'en réalité, on était jusqu'à présent à 5 régions de santé qui étaient infectées. Avec la région de l'Est qui entre dans les starting blocks ce soir, nous sommes déjà à 6 régions sanitaires qui sont infectées. Et c'est un problème très grave. Connaissant un peu la région de l'Est, la structure sanitaire de ce côté-là est un peu, à la limite, ça relève un peu de Mathusalem. Donc ça veut dire que si les mesures ne sont pas prises pour essayer de confiner ce passager, qui est actuellement à l'hôpital certainement provincial de Bétois, régional de Bétois. On peut arriver également à avoir plusieurs cas dans cette ville-là. Mais je pense que le plan de riposte, à la fois pour la ville de Yaoundé et pour la ville de Douala, doivent être opérationnels. Parce qu'il faut d'abord identifier ceux qui sont porteurs du Covid. Il faut être capable de savoir, de retracer leur itinéraire pour identifier les potentielles sources avec qui ils ont été en contact. Enfin, de les confiner pour pouvoir juguler la maladie. C'est la raison pour laquelle je disais aujourd'hui qu'on aura besoin d'espace.
un espace qui satisfait à la fois les critères de sécurité et les critères... Vous, à Douala, vous avez proposé non, à Douala, il y a des la piste, l'ancien aéroport. L'ancien aéroport. Il y a même la base navale, oui. Il y a le génie militaire. Oui, c'est la base navale. Voilà, ce sont des milieux où il y a assez d'espace. L'esplanade d'une grosse salle, même le parking là. Voilà, même ici à Camtel, le club Camtel, il y a assez d'espace où on peut construire des tentes pour pouvoir... hôpitaux de campagne. Voilà. Donc c'est de ça qu'il est question. Tout simplement. Il n'est pas question de pouvoir soigner les malades. Même, moi, je suis chaque jour actuellement à l'hôpital à Kintini. J'ai ma petite soeur qui est gravement malade. Vous voyez, l'hôpital à Kintini également a été réquisitionné. C'est l'un des plus grands hôpitaux d'Afrique centrale. C'est-à-dire qu'il reçoit un très grand nombre de malades au quotidien. Et le fait que ce site également abrite un centre de traitement de Covid-19, je vous assure que la séquence qui rend actuellement à l'intérieur de cet hôpital n'est pas du coup à garantir la fiabilité des traitements. Donc, quel qu'en soit les cas, il faut trouver les palliatifs pour qu'on éloigne au maximum la population de la lutte de cette pandémie-là. Il faut donc qu'on délocalise ceux-là qui sont testés positifs. Enfin, parce que déjà, on hérite déjà d'un nombre conséquent de malades à qui il faut s'occuper. Et actuellement même, la période n'est même pas indiquée pour tomber malade. Parce que vous tombez malade maintenant, on va vous dire que tous les spécialistes sont réquisitionnés pour lutter contre le Covid-19. Parce que le Covid-19, c'est un conglomérat de plusieurs maladies où il faudrait que les experts dans chaque domaine puissent intervenir. Donc il faut effectivement que les autorités essayent de réfléchir à tête reposée par rapport aux stratégies qu'on doit mettre en place pour pouvoir éradiquer cette maladie. Voilà, nous prenons la direction de Stockholm où nous attend le docteur Tje Karl-Hans. Docteur Tje, voici les statistiques pour votre pays, le Cameroun. 702 cas, 60 guéris et 10 décès. Quel commentaire ça vous inspire? Can you please ask the question? I didn't hear you very well. Voilà, je dis que voici les statistiques. On a 702 cas, 60 guéris et 10 décès. Covid-19 au Cameroun. Yeah, I'm very concerned about the situation in Cameroon because we have so many factors that can affect the spread of this virus and the devastating effects on our population. For example, we have a large population of HIV and tuberculosis and malnourished children in Africa, and these people have a very low immune system and they are really vulnerable to this virus. So if it gets to us and affect those people, there's a tendency that we're going to register a lot of deaths. Secondly, we have these fake traditional healers and fake pastors who will deceive people on the fact that they can help them. And if people really believe in those things, I promise you, they will focus their attention on those people and then they'll ignore the strategies which are being put in place. So there's a possibility that we may have high numbers of deaths based on certain characteristics. For example, in Cameroon, when you are an old person, you move in with your children. So your children and your grandchildren, they will go out there. They are asymptomatic, so they go out there, they bring the virus to you at home. Compared to Sweden, old people are in a separate home, and here the laws are that you cannot visit those homes. So the situation is that we have so many different things that can affect, that can really spread the virus fast in our community and cause a lot of death. For example, I spoke to my mother the other day, and she was sitting in a house somewhere, and I asked her, "What are you doing there?" She said, "Well, they are sitting in this room, and they are sitting 2 meters apart." And suddenly she said, "Oh, Mama Duru wants to talk to you." So I said, "Okay, wait." Before I realized, the phone went from her to Mama Duru to Nyakie and then back to her. Okay, so if she had the virus, she spread it to those people, or if she didn't have the virus, those people will bring it to her through the phone.
those are things that we do that we don't know that can cause severe effects. We have cultural practices that we sit together in the same house, we eat in the same plates, and we do certain things. And these practices are not really applicable in the West. Here in the West, if you get into any building, you will find a toilet, you're going to find running water, you're going to find warm water. In our society in Cameroon, how many public toilets taps are there? And if we have those taps, how often can you get water running down in those taps? So we have so many situations where it can affect us, and massive mobilization and sensitization is what we need to be able to let these people know. And it shouldn't be in a way that we stigmatize them. I want to call on one of my humble friend in the panel there who said people are bringing the virus from the Europe. That is the kind of rhetoric that we don't want to have as far as this situation is concerned. Because when you stigmatize those in the West, then those at home will feel that it's a Western situation. It's not an African situation. So everybody is involved in this thing, and you shouldn't stigmatize those coming from the West, because this virus is not a Western virus. It's a virus that affects the entire, it's a pandemic, and nobody is safe from it. So the situation in Cameroon, we have to mobilize. Imagine the kind of facilities that these people have in the West, but yet they are still struggling to contain the virus. Tell me what will happen with we don't have enough electricity, we don't have running waters, we have poor hygiene conditions. Those things will just spread the virus rapidly, and will meet those grandmothers far in the darkest corners of Cameroon that you will not imagine. People will die in those darkest corners without even knowing that it's the coronavirus. So information, I really appreciate what you are doing, and this information, we hope that can really spread wide and people take this thing very seriously. Voilà, merci Dr Che. Un dernier mot rapidement au peuple camerounais qui vous regarde en ce moment, et même les autorités. Hein? The people of Cameroon, like I even the authorities. Well, your lines are breaking, but if I understand you well, I think that the people of Cameroon should have, there's hope. There is hope that we can contain this virus if everybody comes together. Everybody comes together and observe the rules and regulations put in place by the state. And I know there's a lot of lack of confidence in the state, but for once, people can believe the state this time that this thing is serious and take it seriously. Because if it's about thinking about previous deceptions that they have experienced so many times, the society is going to get itself into trouble. You don't want a situation where millions or thousands of people are streaming into the hospitals, and there are not even beds. At the moment, if you go to La Cantini, there are people lying there who are just sick of basic malaria, and they don't have hospital beds. Imagine what will happen if thousands of other people are coming in because of coronavirus. The system will be packed, the system will be overloaded, and everything will crash. And then the virus will even spread even rapidly. So there is hope if we can take the necessary precautions that have been stipulated. And if you think that you don't want to trust your government, read the WHO, the UNICEF, and go online. There's a lot of information online where you can get on how you can protect yourself from this virus. Thank you, Dr. Che. Je rappelle que vous êtes immunovirologue, chercheur au Karolinska Institute of Stockholm. Thank you for being with us, Dr. Che. Voilà, Raphaël Ndougou, il y a cette autre mesure, le ministre des Transports hier, tout le monde, le port du masque va être obligatoire aujourd'hui, et les chauffeurs et les passagers. On a quand même constaté aujourd'hui que beaucoup traînent la patte. C'est une mesure salutaire. D'ailleurs, quand le ministre prend cette décision, il faut bien que le peuple camerounais
comprennent qu'il ne s'agit pas d'une affaire du ministre, mais il s'agit d'une affaire que nous voyons comment ceux qui sont plus développés sont tombés par rapport à cette pandémie, et que si au moins le masque peut nous protéger à 45-50%, allons-y, faisons des efforts. Tout à l'heure, on parlait des masques, si vous voulez, traditionnels ou alors en tissu. Bien entendu, on a tant de couturiers au Cameroun où chacun peut faire avec les chutes de tissu ou des costumes des tissus pas en date du 8 mars. Donc, il y a des restes là où on peut prendre, c'est pas beaucoup, c'est pas trop cher. On met peut-être des ponges et tout. Ça permet carrément que les uns et les autres puissent quand même se protéger. Et je continue de dire qu'il ne s'agit pas, faut pas que ça s'arrête au niveau du transport. Faut que ce soit de manière générale. Parce que quand on parle de transport, ici à Douala, nous avons les motos taximens. Quand je suis arrivé ici, je suis venu à bord d'une moto et le monsieur qui me conduisait n'avait pas de masque. Moi, j'en avais un, donc il faut que tout le monde... Mais pourquoi vous choisissez un conducteur qui n'a pas de masque? Mais à ce niveau, donc, c'est là toute la question. Pourquoi vous l'avez choisi? C'était la seule moto? Pour l'instant, là, j'étais déjà en train de courir pour venir à l'émission. Moi, j'avais mon masque et je lui ai fait la remarque. Or, si c'est une décision qui est prise... Vous avez quand même dit que non, je prends le risque. Je lui ai dit, il faut avoir votre masque parce que l'affaire n'en est pas pour les autres et non pour vous. Oui. C'est pour tout le monde. À ce niveau donc là, est-ce qu'on a besoin, et nous saluons encore votre travail parce que au quotidien vous parlez de ça et que les Camerounais doivent prendre conscience. Ce qui nous dérange au Cameroun, c'est la mentalité. Nous pensons que, comme par exemple, on a l'habitude de mettre 2 passagers sur une moto, que c'est devenu officiel, que c'est devenu quelque chose qu'on doit faire obligatoirement. Quand le ministre des Transports a dit, ou alors, le Premier ministre même, ils ont dit, il faut transporter maintenant 3 passagers. Tout le monde, même les syndicalistes qui parlaient tout à l'heure, sont passés pratiquement à un chantage. J'appelle ça le chantage parce que s'il fallait maintenant qu'on baisse le prix du carburant, s'il fallait maintenant qu'on essaie de revoir à la baisse ou à la hausse le prix du taxi, tout cela passe par là. Or, le taxi, en réalité, porte 4 passagers pour le chauffeur et un chauffeur. Ça fait 5 places qui sont justement reconnues. Mais maintenant, ils ont l'habitude d'ajouter en surcharge la 6e place. Ce que le taximan doit savoir, c'est que cela est interdit. Même la police d'assurance qu'il a acheté, le taximan, n'est plus valable à partir du moment où on a déjà la 6e place. Ce que les syndicalistes ne disent pas à leur syndiqués, entre guillemets, parce que tous ne sont même pas syndiqués. Donc tout cela émane du changement de mentalité. Là où nous sommes actuellement, là, nous ne sommes pas à l'abri. Parce qu'au jour le jour, il y a plus, vous venez de dire tout à l'heure, nous sommes à 700 et poussières. Oh, hier nous étions à 600, maintenant nous sommes à 700. Qui nous dit que jusqu'à la fin de la semaine, on n'irait pas à 1000? 5 régions sont déjà concernées. Et au jour le jour, nous n'avons pas suffisamment de spécialistes. Monsieur Bikal disait tout à l'heure, on a combien de spécialistes au Cameroun? Combien de médecins? Ça dit qu'un médecin, c'est pour quelle population? Combien de Camerounais pour un médecin? Le ratio de l'OMS, c'est un médecin pour 1000 personnes. Et au Cameroun, nous sommes à combien? Plus de 10 000. Pour un médecin. Or, ça encore, il va falloir maintenant faire quoi? Est-ce qu'il va falloir faire venir ces médecins qui interviennent sur votre plateau depuis un bon bout pour venir nous aider ici? Les frontières sont fermées. Or, nous sommes obligés de faire avec les médecins que nous avons là. Donc, ce port de masque n'est pas une affaire de blague. Au moins, commençons par là. Okay. Les Camerounais ne se saluent pas là, maintenant avec la main. C'est une bonne chose. Chaque fois, vous arrivez à un endroit, tout à l'heure quand nous sommes arrivés ici, j'ai d'abord lavé les mains, on m'a donné une solution hydroalcoolique, vous en avez devant vous là, ça veut dire que c'est déjà un pas. Maintenant, on peut faire mieux, comme les enseignants écrivaient autrefois, peut faire mieux. Faisons encore mieux pour les masques. Ne pensons pas que c'est la bière que nous achetons à 700 francs qui est primordial. Ce que nous devons faire, c'est d'acheter le masque 500, 1000 francs, et puis on se protège au moins pour être à l'abri de cette pandémie qui a raflé en Italie. Nous avons vu en Espagne et aux États-Unis actuellement. Et en France également. Voilà, direction Allemagne où nous attend le docteur Kenkwem Emmanuel. Docteur, les derniers chiffres, 702 cas. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Oui, déjà, comme Camerounais, vous savez, je suis loin de Cameroun, mais le Cameroun j'ai le Cameroun en cœur. Franchement, ça me fait mal, très mal. Pour un pays comme le nôtre, un beau pays, une pandémie qui arrive et qu'on n'arrive pas à maîtriser au niveau élémentaire. Et je pense, comme j'entends, tu dis, aussi il y a un problème social et d'information qui n'est
pas vraiment qu'il y a encore beaucoup de gens qui prennent ça encore à la légère. Déjà, comme africaine, je suis vraiment touché. Étant donné que, même si nous sommes ici, tout le temps, on suit des informations, on suit comment notre pays, comment ça va, comment ça se porte. Franchement, on est touché avec les chiffres qu'on constate, étant donné aussi le pouvoir de moyens financiers. Voilà. Tout à l'heure, il y a des questions de prise en charge. Voilà. Je vous dire, ici, il y a un hôpital. Donc, en fait, on appelle ça RIA. Donc, pour dire que la maladie on va traiter à long terme, RIA clinique, qui a Media Clinic, c'est ici, je suis loin de chez moi même, on a vraiment fait ça pour les cas déjà diagnostiqués positifs. Donc, lorsque vous êtes positif et que vous ne pouvez pas rester chez vous, vous partez dans cette clinique et que vous êtes bien suivi. Donc, disons que pour les gens infectés, la prise en charge est très organisée. Vous dites, l'assurance est là, et avec le système de l'assurance, des gens n'ont pas, donc tu n'as pas besoin de déranger qui va s'occuper, non, lorsque vous êtes malade, et puis on gère. Et même chez nous, on a eu un professeur, gastro, entérologue, lui-même a été infecté, un professeur. Donc, si ça prend même nous, le grand frère, médecin, ça veut dire que tout le monde peut partir. Je pense nous avons vraiment un danger devant nous, qu'il faut plus la sensibilisation, plus la conscience et plus donc mettre tout au top. Ok. Docteur Kwenkhem, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui sont dans l'attente de la solution miracle par rapport au Covid-19? Vous savez, j'ai vu comme dans le réseau, partout, certaines personnes disent ah, oui, c'est ci, c'est là, on peut mélanger, ça va contaminer, ça va tuer, ça va. J'ai vu ça dans beaucoup de places. Et il y a même des gens qui m'ont écrit, qui m'ont appelé pour demander est-ce qu'on peut pas traiter ça de moyens traditionnels? Et je vous dis non. Comme tout virus, pour tous ceux qui connaissent, ils vont savoir que quand on parle du virus, le traitement est toujours plus difficile que le bactérie. Donc, disent qu'il y a un moyen alternatif, moi je peux vous dire non. Puisque c'est un truc naturel, c'est une infection qui est là, et je pense qu'il y a des gens qui ont fait le recherche pour nous dire exactement d'où cette pandémie sort. Et bon, moi je ne suis pas épidémiologue. Je pense qu'eux vont vraiment faire des études dans ce sens pour plus nous donner des analyses approfondies. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est d'abord se protéger. Le seul moyen, pour le moment, c'est d'abord se prendre conscience qu'il y a un danger autour de nous et comment nous protéger contre ce danger. Il faut que, je me rappelle, je disais, c'était quand à un ami, quand tu sors dehors aujourd'hui, on ne vous dit pas, vous constatez qu'il y a un monstre dehors. Et je pense que c'est ce que tout le monde devait mettre dans la tête. Il y a un monstre dehors et éviter des contacts ou des voyages qui ne vous apportent rien. Donc pour moi, penser à un moyen alternatif ou dire que moyen prophylaxie, comme acheter ceci, cela, c'est faux. Ça ne peut pas, ça ne peut pas. Ok. Merci, Dr Kwenkhem, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes gynécologue en Allemagne. Eric Pépin Bikaï, votre mot de la fin? Je dirais que par rapport à la mesure du ministre des Transports, on se rend bien compte que le ministre de la Santé, le ministre des Transports sont les seuls membres du gouvernement qui sont les plus actifs par rapport à la lutte au Covid-19, et cette pandémie, je vous l'ai dit. Et c'est l'occasion également pour les uns et les autres, parce que j'ai retenu ce soir des conseils du professeur
du Togo, Oui. qui dit que dans la gestion d'une pandémie, il n'y a pas de mauvaises décisions, il n'y a pas de bonnes décisions, il y a les décisions. Je pense que ces décisions sont de nature à sauver des vies. Et le ministre des Transports, en ce qui le concerne, à défaut d'œuvrer pour le confinement total, qui pourrait un peu astreindre l'activité des transporteurs, parce qu'il faut également le dire. Parce qu'aujourd'hui, les transporteurs essaient un peu de faire le chantage aux membres du gouvernement parce qu'on a permis qu'il y ait encore de l'activité. Mais si on confine à Douala et Yaoundé, ils n'auront plus les voies de recours pour pouvoir dévier leurs voies. Et maintenant, si on constate que le mode de transport, c'est-à-dire les motos et les taxis, peuvent également être des vecteurs de propagation du virus, à défaut, parce qu'il a pris une première décision de pouvoir limiter le nombre de passagers à l'intérieur des engins de transport, que ce soit à l'intérieur de la ville ou interville, même au niveau du chemin de fer, des dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas tellement de saturation. Et il a été même pédagogue, il allait plus loin, dire que ces mesures sont de nature à décourager le maximum de personnes à se retrouver sur la place publique. Donc à partir de là, leur vis-à-vis devrait comprendre. Mais il y a aussi un problème que je m'en voudrais de ne pas relever ici. Oui. La plupart des syndicats du transport ont généralement à leur tête des éminents membres du RDPC. Donc en réalité, le ministre se retrouve embarrassé. Il ne discute pas avec les syndicalistes. Il est en train de discuter avec ses camarades de parti. Et il ne sait véritablement pas quoi faire. Puisqu'il est en face de lui, ses camarades, parce qu'à un moment, les gars vont dire camarades. Et ça compromet un peu toutes les initiatives qu'on peut mettre. Non, c'est connu. Ceux qui gèrent les syndicats de transport au Cameroun sont connus. Ce sont les cadres du RDPC. Ils sont députés, ils sont maires ou délégués du gouvernement. Voilà. Donc ce n'est pas un secret de polichinelle. Donc il faudrait véritablement que les uns et les autres comprennent la nécessité par rapport à cette lutte. On a fait des erreurs au début de cette lutte. On peut encore se rattraper pour limiter le nombre de morts. Merci. On va terminer avec le professeur Didier Koumavi du Togo. Nous sommes bien à Lomé. Professeur, dites-moi, polémique autour des travaux du professeur Raoult, polémique sur un éventuel vaccin sur les Africains. La voie de salut, elle est où pour cette pandémie? La voie de salut, elle est dans la recherche, parce qu'aujourd'hui, il faut regarder, c'est d'abord les recherches qui sont menées en Afrique d'une manière générale pour que nous puissions disposer de données fiables. Lorsque vous regardez la base de données internationale où on enregistre toutes les recherches, il n'y a que 3 recherches qui sont enregistrées en Afrique, dont 2 en Égypte et une recherche en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il est vrai que tous les pays ont adopté l'hydroxychloroquine à un niveau de preuve très faible. Deuxièmement, en ce qui concerne la polémique sur le vaccin, il faut rassurer la population ainsi que les auditeurs en disant qu'il y a eu des propos déplacés qui sont à condamner, mais on ne doit pas perdre notre énergie sur ces propos. La force et le dynamisme avec lequel je vois les collègues s'en prendre, si on mettait cette force dans cette sensibilisation, on aurait déjà gagné une bataille. Parce que l'objectif premier, c'est de réduire le nombre de décès. Et ça, il ne faudrait pas qu'on oublie. Il faut que toutes ces personnes qui sont aussi engagées pour condamner participent activement à la lutte. On ne gagne pas une épidémie sans l'aval de la communauté et l'appui de la communauté est nécessaire. Et pour terminer, je dirais tout simplement qu'aucun pays ne fera un tel essai si les conditions éthiques ne sont pas respectées. Voilà un peu ce que je peux dire sur les propos de l'hydroxychloroquine et sur la vaccination proposée. Voilà, merci professeur Didier Koumavi Ekwevi. Je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste, chef département santé publique à l'université de Lomé au Togo. Merci à vous également, cher monsieur. Juste en 30 secondes, je voudrais paraphraser quelqu'un qui est déjà parti de ce monde, Augustin Frédéric Odok. Il avait dit, lorsque vous vous noyez, accrochez-vous même sur le serpent qui peut vous amener à la rive, quitte à ce qu'il vous mord là-bas, ou alors vous-même, vous tuez ce serpent. Je voudrais donc dire au peuple camerounais qu'actuellement, nous avons en face de nous l'ennemi commun qui est le coronavirus, où chacun doit s'y mettre, chacun doit mettre la main pour construire le mur, la barrière contre ce corona, pour que le Cameroun reste sain et sauf. Parce que si nous atteignons le niveau des autres, nous n'avons pas les moyens capables de nous en sortir. Ok.
Merci Eric Pépin Bikaï d'être venu. Oui, c'est moi qui vous remercie, Serge. Et puis beaucoup de courage par rapport à ce que vous faites pour éradiquer cette pandémie. Continuez toujours à abreuver les Camerounais. C'est les experts, hein. C'est les experts. À la bonne source. On les invite, c'est les experts qui parlent. Mais ils n'acceptent pas toujours qu'on y à la porte de tous les journalistes. Ils ont ce désir à venir vers vous. Ça veut dire que forcément vous êtes un homme de grande valeur. Beaucoup de courage à vous. Merci, madame, monsieur. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Ne manquez surtout pas l'édition de demain. Equinox Soir, demain, 19h. Bonsoir. Ambam.